Alors, tout d'abord, merci à vous d'être venus si nombreuses et si nombreux pour cette table ronde intitulée Les Alpes face au changement climatique. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous allons écouter trois personnes ayant des profils différents et tout à fait complémentaires. Donc Xavier Baudin, chercheur CNRS au laboratoire IDITEM au Bourget-du-Lac à côté de Chambéry. Anna Maria Pioletti, professeure à l'université de Vallée d'Aoste, et Nicolas Crinchamp, qui est à la fois accompagnateur en montagne, mais également maire d'Abriès-Ristola, dans le Queyras, dans les Hautes-Alpes. Et donc pour ma part, Étienne Cossard, enseignant-chercheur à l'université de Lyon, Jean Moulin, je vais avoir le plaisir donc de modérer cette table ronde et de faire en sorte qu'on engage une discussion sur le changement climatique aujourd'hui, tel qu'on peut l'observer, le remettre peut-être aussi en perspective par rapport aux changements environnementaux d'une façon générale, et peut-être essayer de dresser des possibilités d'action, de remédiation, en tout cas comment faire une fois qu'on pose le constat de ce changement climatique dans un terrain qui est l'une des sentinelles du changement climatique, puisqu'on sait que les Alpes font partie des secteurs qui se réchauffent le plus à la surface du globe. Donc pour commencer cette table ronde, moi je vais d'abord vous poser une question à tous les trois, ce qui sera d'abord l'occasion aussi de vous présenter en fonction de vos domaines de spécialité. Mais pour vous, ce serait quoi le symptôme du changement climatique qui vous paraît le plus important eu égard à votre expérience de terrain? Alors peut-être Xavier Baudin pour commencer. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis géomorphologue, c'est-à-dire que j'étudie l'évolution des reliefs sous un angle géographique, assez fortement intéressé par comment les phénomènes se distribuent à la surface du terrain, et sous un angle aussi temporel, comment est-ce qu'ils évoluent. Mon échelle spatiale d'études privilégiée, on va dire que c'est l'échelle des versants de montagne, en gros les vallons, les paysages qu'on peut observer typiquement au cours d'une randonnée. Et puis l'échelle temporelle qui m'est plus spécialement chère, c'est celle des dernières décennies, on va dire. Et en tant que géomorphologue, travaillant depuis une petite vingtaine d'années sur le permafrost des milieux de montagne, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la montagne fait grise mine, on peut dire. Grise mine au sens peut-être évidemment des modifications dans les paysages qu'on peut observer, et l'une des plus marquantes sans doute qui est dans la tête de tout le monde, c'est le fait que les glaciers se retirent. Donc ils se retirent, ils libèrent des espaces qui sont généralement très rocailleux. Les glaciers eux-mêmes deviennent plus rocailleux, leur surface se couvre de débris, ce qui est une petite façon aussi de se maintenir à flot face à l'évolution climatique, au réchauffement. Toujours est-il que globalement les milieux de montagne tels que je les étudie, la haute montagne on va dire, où se trouve la cryosphère, donc le permafrost et les glaciers, elle a tendance à se noircir et à se couvrir de débris. Ces mêmes débris rocheux qui sont par ailleurs un des objets privilégiés de nous autres géomorphologues qui étudions comment l'érosion agit sur les milieux. Et du coup, j'ai pas de graphique ou de schéma, j'ai pas voulu. J'aurais pu vous présenter des courbes qui montrent comment le permafrost se réchauffe, ou des courbes qui. Alors on a comme une carte. On a une carte. J'ai pas voulu présenter de graphiques et de données trop techniques aussi, parce que j'ai le sentiment, et je pense que j'y reviendrai, et puis qu'on y reviendra peut-être tous à différents moments, que on est peut-être déjà suffisamment saturé de ces faits assez noirs, enfin qui amènent une espèce d'émotion collective plutôt défaitiste face à un phénomène qui semble nous dépasser, quoi. Du coup, moi, dans ma pratique de géomorphologue, j'ai depuis quelques années quand même plutôt l'envie d'aller vers autre chose que les données, les faits que je produis, que collectivement
nous mettons en avant et diffusons, il soit plutôt vecteur de mise en mouvement. On verra par la suite ce que signifie cette mise en mouvement. Toujours est-il que, voilà, à part le fait que la montagne fait grise mine, et que je ne vais pas vous présenter de cartes, de faits scientifiques accompagnés de graphiques, etc. Je peux quand même commenter vite fait cette carte qui, en fait, est aussi une façon de donner à connaître ce qu'est la haute montagne, et notamment ce qu'on appelle la cryosphère. La cryosphère, c'est l'ensemble des milieux qui sont affectés par la glace, qu'elle soit en surface, les glaciers, ou la glace qu'elle soit en profondeur, dans le terrain, le permafrost. Et ce qu'on voit sur cette carte, c'est un secteur qui est par ailleurs le lieu d'un conflit, sur lequel je reviendrai par la suite éventuellement. Et sur ce secteur, on voit le glacier, en l'occurrence le glacier de la Girose, avec ses extensions, la variation de ses extensions au cours des dernières décennies, c'est les traits de couleurs différentes là. Et ce qu'on voit aussi dans des dégradés de couleurs du bleu au rouge, c'est un objet invisible dans les paysages qu'on appelle le permafrost, donc les terrains qui restent gelés en permanence. Le rouge, c'est les secteurs où il y a probablement du permafrost, mais s'il y en a, il est dans des conditions très spécifiques et il est évidemment le plus sensible à l'évolution climatique. Et puis le bleu, c'est les terrains où le permafrost est très probablement présent, peut-être pour l'instant pas encore trop affecté par l'évolution climatique. Donc voilà, je pense que je m'arrête là pour les symptômes de l'évolution climatique et je passe la parole à ma voisine. Oui, Anna Maria, pour vous. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis un géographe qui travaille sur la culture et travaille surtout sur le paysage. Et en particulier, j'ai travaillé sur le terroir, sur le conseil de terroir. Et c'est un conseil qui a beaucoup de choses à dire en ce moment, surtout parce qu'il y a un changement climatique très important. Il y a sans doute, non? Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit présenter aujourd'hui mon travail, mon projet de travail avec mes collègues et surtout un projet financier dans le gouvernement italien, sur le territoire italien et surtout sur les périphéries. Les périphéries, en particulier la montagne, c'est ça. Je travaille sur la montagne. L'université de la Valle d'Aosta, c'est une montagne, sans doute. Voilà, c'est un projet. Le projet, c'est le projet NODES, Nord-Ovest digitale e sostenibile, en italien. C'est un projet très complexe, très riche. Il y a beaucoup d'universités qui travaillent sur ces projets et travaillent avec les administrateurs de territoire, avec les personnes qui vivent le territoire. En particulier, il y a l'Université de la Valle d'Aosta, l'Université de Turin, Biella, Insubria, voilà. Mon travail, c'est un travail pour l'industrie du tourisme et culture. Je suis un géographe qui parle, qui écrit de culture et donc je travaille sur la culture et sur le tourisme. En particulier, faisons la diapositive suivante, merci. Voilà, c'est excusez, c'est anglais, mais c'est un projet que j'avais présenté à un congrès de l'Union géographique internationale. OK, merci. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un projet qui veut faire connaître, surtout qui habite les zones de montagne, qu'est-ce que sont les recherches naturelles, culturelles, et comprendre comment rendre ces particolari recherche très importante pour le développement des périphéries. Parce que la montagne, c'est une périphérie. Très importante, mais c'est une périphérie. OK. Donc, il va travailler sur la Valle d'Aosta. OK, voilà la suivante.
mais en particulier sur une partie de la Valle d'Aosta. L'appelle Bassa Valle d'Aosta, parce que les habitants aiment, c'est défini, les habitants de la Bassa Valle d'Aosta. Orgueilleuse, voilà, c'est ça, je suis un habitant. Et donc c'est un projet très, très riche, très important, avec le but de promouvoir le développement durable et pour le futur, pour les jeunes, pour la montagne de la Valle d'Aosta. Je passe la parole à mon collègue. Voilà. Nicolas. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ma part, je ne suis pas universitaire, je suis accompagnateur montagne, comme ça a été dit au début. 30 ans d'expérience donc dans les Alpes. Et il y a quelques années de cela, j'ai eu l'impression de ne plus retrouver dans les Alpes les paysages et les ambiances de ma jeunesse quand j'avais commencé mon métier. Et j'ai entrepris donc une traversée des Alpes en 2019, de Monaco jusqu'en Slovénie, pour parcourir les parcs nationaux, les 13 parcs nationaux des Alpes, et y interroger les scientifiques et les gardes-moniteurs qui travaillent dans ces espaces, qui sont les espaces alpins les plus étudiés aujourd'hui, là où on a le plus de données. Ce qui m'a permis donc de prendre conscience de toutes les fragilités, toutes les atteintes au milieu alpin qui existaient aujourd'hui en raison des changements climatiques. Suite à cette grande traversée des Alpes, j'ai eu la drôle d'idée de me présenter aux élections et je suis donc devenu le maire de la commune d'Abrias-Ristola. C'est une commune assez importante en termes de surface, 160 km² au pied du mont Viso, dans le parc donc, du Queyras, à la frontière franco-italienne. Alors pour revenir à la question initiale, là on a sur l'écran une photo qui a été prise par le RTM suite aux grandes inondations de décembre 2023. Il y a deux choses moi, qui me marquent vraiment depuis quelque temps. C'est la survenue de catastrophes naturelles de plus en plus régulières à des périodes de l'année où elles n'existaient pas il y a encore 10 ou 15 ans de cela. Par exemple, dans le Guiers 3 où a été prise cette photo, au mois de décembre, jusqu'à présent, jusqu'en 2022 en tout cas, c'était la neige, c'était pas la pluie. Or là, on a eu des précipitations pluvieuses très importantes jusqu'à des altitudes assez élevées qui ont provoqué le débordement de cours d'eau qui n'avaient même pas été relevés sur les cartes des risques naturels. Donc les cartes de prévention des risques communales ne faisaient pas ressortir de crues potentielles sur ces cours d'eau et c'est arrivé au début du mois de décembre, avant la saison hivernale, avec des dégâts majeurs, comme on peut le voir sur cette photo. Et puis c'est d'actualité, puisque cette semaine encore, pour la 3e fois cette année, la commune de Pelvoux-Valouise, qui se trouve donc au pied du massif des Écrins, a été impactée par une crue, avec des glissements de terrain et des dégâts importants sur ces infrastructures. Donc on voit que nos petites communes de montagne sont directement touchées par ces changements climatiques. Et le souci que nous, on a, et on en parlera peut-être plus tard, élus de terrain, c'est qu'à chaque fois, on doit remettre les réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement en ordre de marche. On doit déblayer les routes, on doit revoir nos plans communaux de protection face aux risques climatiques. Et on n'est pas beaucoup aidé par l'État. On attend d'ailleurs toujours les subventions promises suite à la catastrophe de décembre 2023. La ministre était venue sur place et avait affirmé qu'il y aurait un zéro reste à charge pour les communes, mais en fait, c'est pas encore venu. Donc, il faut être patient. Mais quand ça arrive 3 fois de suite dans la même année, comme pour Pelvoux-Valouise, ça devient ingérable. Et puis, juste le deuxième point au niveau des symptômes, c'est l'érosion lente, régulière, mais très bien documentée aujourd'hui de la faune et de la flore en montagne. La biodiversité subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Et je peux citer comme exemple le cas des bouquetins, et en particulier les bouquetins du parc national du Grand Paradis, ce qui est très paradoxal, puisque c'est là où les bouquetins avaient été sauvés en 1860 par Victor Emmanuel. Et aujourd'hui, le parc du Grand Paradis a perdu en moins de 10 ans 50% de son cheptel de bouquetins. Et c'est directement lié au changement climatique, puisque quand les printemps sont précoces et les étés sont très secs, quand les cabris arrêtent d'être allaités par la mer,
quand ils se mettent à manger l'herbe qui est déjà jaunie, très sèche, en fait, cette herbe, ils ont beaucoup de mal à la digérer, ils ont la diarrhée, ils se déshydratent et ils meurent à cause de ça. On a mis beaucoup de temps pour comprendre d'où venait la forte mortalité chez les cabris. Et c'est le parc national du Grand Paradis, l'emblème européen de cet animal, qui a été le premier victime de ces changements climatiques. Merci déjà à tous les trois pour ces réponses. Et je crois que derrière ces réponses, ce que l'on voit, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas voulu collectivement montrer de courbes, etc. Parce qu'en fait, les chiffres, tels le plus de degrés de température dont on parle tant, comme seuil à ne pas dépasser, est toujours difficile à appréhender, puisque qui est capable d'évaluer par ses seuls sens s'il fait 2 degrés de plus ou de moins, ne serait-ce que dans une salle, c'est très compliqué à percevoir. Et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est effectivement d'incarner ce qui se cache derrière ces chiffres à travers, par exemple, cette photo, ou peut-être des anecdotes de terrain, comme j'aimerais les dire, puisque tous les trois, vous pratiquez le terrain, vous les arpentez, ces terrains alpins. Et donc, si on allait un peu plus loin dans les symptômes, est-ce qu'il y a peut-être à l'image de ces inondations de 2023 dans le Guiers 3, un événement emblématique qui vous a marqué sur le terrain, alors que vous avez particulièrement documenté, ou parce que vous y étiez comme témoin, ou parce que vous l'avez documenté a posteriori. Donc quel serait pour vous cet événement un peu phare qui, encore une fois, à l'image de ces inondations, montrerait les effets concrets de ce plus 2 degrés de température dont on parle tant. Xavier Baudin. Alors c'est qu'est-ce là encore. Voilà. Donc je vais aborder un événement en particulier qui n'est pas un événement naturel en soi, c'est même un événement complètement humain. C'est l'occupation du glacier de la Girose par une bande d'éco-terroristes pendant une petite dizaine de jours, les premiers à établir une zone à défendre, une ZAD, sur un glacier. Et essayer de tisser un peu le récit de cette aventure, enfin de cet événement, dans un cadre élargi qui prenne en compte le fait qu'effectivement on est dans un contexte climatique de réchauffement, mais par ailleurs on est aussi une société qui a à faire face à des tensions internes entre des acteurs sociaux, des groupes sociaux qui ont des intérêts parfois divergents, qui ont des visions différentes du futur proche, du futur lointain, qui une relation différente au monde. Et je pense que au glacier de la Girose, qui s'est joué au cours de cette petite dizaine de jours en octobre 2023, c'est un peu tout ça. Donc pourquoi les gens sont montés sur le glacier ? Si on revient un peu à l'origine de cet événement, c'est un projet d'aménagement, d'extension d'un téléphérique déjà existant, qui amène dans un milieu extrêmement spectaculaire. On arrive à 3200 mètres d'altitude avec les 2 tronçons existants du téléphérique de la Grave. On est au pied de faces nord rocheuses extrêmement impressionnantes qui ont mis longtemps à être conquises par les alpinistes. On peut observer un glacier en relativement bonne santé au sens des formes qu'on peut y observer. Par exemple, on voit bien les crevasses très marquées derrière les personnes qui tiennent les banderoles. Donc c'est un site majeur pour voir ce qu'est la haute montagne, pour aussi se confronter à un milieu qui n'est pas un milieu où l'homme a l'habitude d'être. Il n'est pas à sa place ici. Néanmoins, une activité économique s'est développée depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un site d'un tourisme un peu spécifique, dans le sens où on est loin d'un tourisme de masse. On est dans une vallée qui, même si elle est proche de très grands centres de ski tels que les Deux Alpes ou l'Alpe d'Huez, qui sont d'ailleurs des acteurs de l'événement, du conflit en cours, même si on est proche de ces grandes stations de ski, la station de la Grave reste un domaine de ski dit sauvage, où il n'y a pas de balisage des itinéraires à ski, où chacun skie sous sa propre responsabilité. Et en lien avec ça, là, dans la vallée,
On n'est pas dans un territoire où, par exemple, l'immobilier a fait un boom démesuré, où on a construit des complexes pour accueillir un tourisme massif. Et il se trouve que le projet d'extension du téléphérique, bon, sans rentrer dans le détail, il est porté par la compagnie qui opère actuellement les deux Alpes et l'Alpe d'Huez et qui se retrouve concessionnaire de la Grave. Et le projet, en l'occurrence, il vise à aboutir à une façon de faire du tourisme qui est relativement éloignée du modèle initial, mais qui néanmoins arrive avec des moyens très conséquents, des moyens financiers, un soutien politique fort, dans une vallée où les gens, pour autant qu'ils sont souvent fortement liés au téléphérique, à l'activité touristique que ça génère, il y en a aussi une partie qui ont trouvé ce projet fortement contestable et qui ne sont pas gênés pour se soulever et puis protester de différentes manières. Et si j'évoque tout ça, c'est aussi pour montrer que d'une certaine façon, la politisation de ce genre de phénomène, la politisation au sens où on va commencer, je vous ai parlé d'acteurs, on parle de relations de pouvoir, de rapports de force entre ces différents acteurs qui vont prendre des décisions pour d'autres, aboutit à des évolutions pour le territoire qui vont marquer le territoire. Là, en l'occurrence, on est dans deux visions un peu différentes. On prolonge le tourisme sur un glacier qui va disparaître d'ici quelques décennies. Est-ce que c'est un tourisme de la dernière chance? Est-ce qu'on veut amener les gens comme à la mer de glace, voir le glacier moribond où on est dans cette espèce de schizophrénie où l'individu est en train d'observer les conséquences des propres actions de toute la société qui, par les gaz à effet de serre, etc., concourt à réchauffer le climat? Ou est-ce qu'on fait évoluer le territoire et la société des gens qui vivent sur place vers d'autres types de futurs? Voilà, je pense que je peux passer la parole. Voilà, Anna Maria, vous qui êtes spécialiste des terroirs, des paysages, donc ce serait quoi cet événement marquant, incarnant les conséquences du changement climatique dans la vallée d'Aoste? Oh oui, il y a beaucoup de changements. Surtout, il y a un changement très intéressant. En vallée d'Aoste, dans les dernières années, il y a la présence de la culture de l'olivier. Oui, c'est ça, l'olivier. Nous ne sommes pas à la mer, mais nous sommes en montagne. Mais c'est très intéressant. C'était une guide alpin qui m'a dit, OK, il y a le changement climatique. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, pour le territoire, pour le futur? Donc, j'ai fait un choix très particulier et elle a décidé de cultiver l'olivier. Ah, voilà, incroyable. Non, ça marche bien. Et il a des projets très ambitieux. Il m'a dit, oh, je veux faire l'huile des Alpes. Ah, bonne chance, bien. Mais oui, c'est possible. Je pense qu'il sera possible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, nous avons travaillé et travaillons avec beaucoup de personnes qui ont choisi de cultiver l'olivier. On dit non, pas plus de vin, pas plus de ces choses. Je veux cultiver l'olivier. Voilà, comme ça, maître, ce n'est pas très facile. Non, mais j'aime faire ça. Le changement climatique m'a dit, on doit faire quelque chose pour récupérer les terrasses, pour fournir une chance pour le futur et pour les jeunes de le territoire. Parce que c'est une activité qui a sorti quelques intérêts de part des jeunes, surtout guides alpins, mais pas seulement guides alpins, qui travaillent sur ces aspects.
Et c'est un projet, le projet Nordes, qui est un projet qui travaille avec la communauté. C'est très important. Chaque 6 mois, nous avons un rendez-vous, un colloque avec les représentants des communautés locales. Parce qu'on a besoin d'avoir un feedback, une réaction, une proposition, quelque chose pour dire, voilà, c'est la route, mais c'est la route qui, c'est le futur de ce territoire. C'est très important pour les projets, mais surtout pour les personnes qui habitent le territoire. Alors Nicolas Crinchon, est-ce qu'on a des oliviers dans le Queyras? Peut-être pas encore? Non, pas encore, mais ça va bientôt venir. On est un peu haut quand même. Alors, moi, je citerai l'exemple de l'été 2022 et de l'été 2023, où les températures ont vraiment augmenté, même en haute montagne. On a eu l'ISO 0 qui a remonté à des altitudes incroyables pendant très longtemps. Et nous, à 1500 mètres d'altitude, on a constaté une hausse importante des températures des torrents, avec des questionnements sur les possibilités de reproduction de la truite à l'avenir. On a été alerté par l'OFB aussi sur la présence potentielle de cyanobactéries. Donc, c'est des bactéries potentiellement mortelles pour les chiens qui boivent cette eau contaminée, mais qui est aussi dangereuse pour les humains. Donc on a vu tout notre modèle s'effondrer parce que jusqu'à présent, comme on était en tête du bassin versant de la Durance, là-haut, dans les Hautes-Alpes, on se croyait à l'abri de toutes ces problématiques. On pensait qu'on aurait de l'eau fraîche continuellement dans les années à venir. Et pour la première fois, en 2022-2023, on a des sources qui se sont taries en montagne. Sur ma propre commune, dans le territoire communal, on a une bergerie qui est alimentée par une source et la source est complètement tarie en 2023, ce qui a posé aussitôt des problèmes sur la pérennité de l'exploitation de l'alpage. On accueille beaucoup de transhumants chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un impluvium pour capter l'eau quand l'eau tombe? Est-ce qu'on fait une réserve collinaire pour maintenir ouverte cette bergerie ou pas? Beaucoup de questions se sont posées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que rien n'est immuable en agriculture. Et donc on est revenu sur nos premières décisions, ce que l'instinct nous disait de faire, puisque en étudiant un peu l'histoire agricole des territoires de montagne, on voit que ça fluctue aussi. À une certaine époque, il y avait beaucoup de transhumance, beaucoup de chèvres et de moutons. Après, ça a été remplacé par des élevages bovins de façon communautaire notamment. Et ensuite, l'État est revenu à l'aide des éleveurs ovins. Aujourd'hui, c'est très subventionné, donc on a beaucoup de transhumance. Mais néanmoins, face au changement climatique, on s'interroge. Est-ce qu'on doit conserver à tout prix le modèle actuel ou est-ce qu'au contraire, il faut encourager des modifications de pratiques? Comme il y a les oliviers dans le Val d'Aoste, est-ce que nous, on ne pourrait pas imaginer une autre agriculture? Et c'est compliqué parce qu'on voit bien que dès qu'on aborde ces questions, on se heurte aussi à des habitudes, à des traditions, à des mentalités qui sont ancrées sur ce que les gens ont toujours vécu. Une vie d'homme, c'est très court, mais en tout cas, comme pour ce type de développement touristique, pour des gens qui ont vécu en montagne entre 1950 et 2020 aujourd'hui, ils n'ont vu que le côté attrayant du développement du ski en montagne, tout ce que ça a pu amener, toute l'amélioration que ça a pu amener. Et nous, sur la question agricole, c'est pareil. On est ancré dans cette tradition de présence de transhumance, de troupeaux ovins. Donc les questions se posent pour l'avenir. D'autant plus que lié au changement climatique, on voit que des plantes qui ne sont pas appétantes, qui ne sont pas beaucoup utilisées et mangées par les brebis se répandent. C'est le cas des fétuques paniculées, qui nécessitent toute une stratégie pour en venir à bout. Et pour en venir à bout également, il faut que la profession agricole se remette en cause, en lien avec les scientifiques, pour trouver des solutions pérennes pour éradiquer cette fétuque paniculée, qu'on n'arrive pas à éradiquer, pour le moment on n'y arrive pas. Mais voilà, donc il y a plein de questionnements qui sont liés, on voit les symptômes, on voit des événements très importants qui arrivent, comme les sécheresses de 2022-2023, qui ont donc des conséquences directes sur les activités économiques et humaines. Et donc du coup aujourd'hui on en est à réfléchir à comment on s'adapte, comment on adapte nos pratiques à ces modifications dans le territoire. Alors, vous avez parlé de mise en mouvement, de chercher de nouvelles stratégies, de regarder vers le futur
pour développer finalement de nouvelles choses. Donc c'est une façon voilà, d'aborder un nouveau volet de cette table ronde. C'est-à-dire que maintenant que les faits sont là, les symptômes sont là, vous en avez exposé un certain nombre, que peut-on faire voilà, quand on est politique ou même quand on est scientifique ou quand on est citoyen? Et est-ce que vous avez là encore peut-être des pistes ou des pistes d'action qui, par le biais de petits pas ou certaines stratégies de plus grande ampleur, pourraient montrer des pistes peut-être pour évoluer vers un futur qui prend en compte ces symptômes du changement climatique? Alors je ne sais pas qui veut commencer sur cet aspect. On continue dans le tour de même ordre. Xavier, Baudin. Alors je propose de prendre une autre. Donc dans la foulée de ce que je vous décrivais, hein, de cet événement qui pour moi est symptomatique de la façon dont nos sociétés répondent à une contrainte extérieure, hein, en l'occurrence du climat qui vient se réchauffer. Et donc une des réponses possibles, c'est d'amener plus de techniques, de continuer à avoir une vision très économiciste de la société, de se dire que c'est par ce bout de la lorgnette qu'on va s'en sortir, on va trouver des solutions pour s'adapter. Nous, enfin, moi en tout cas, je ne prétends pas avoir de solution politique toute faite ou de préconisation en tant que scientifique. J'ai des idées en tant que citoyen. Par contre, cet événement, encore une fois, hein, pour revenir à ce qui se passe sur ce site en particulier, j'insiste parce que moi je m'y suis plus particulièrement penché, mais ce site il est juste symptomatique de phénomènes qu'on voit, de dynamiques sociales qu'on voit partout ailleurs, dans tout un tas notamment autour des luttes environnementales, hein, depuis les bassines jusqu'à tout un tas d'autres questions environnementales du même type. La façon en tout cas dont on s'est dit qu'on allait prendre en charge cet événement à quelques collègues et moi, donc des collègues scientifiques, un collègue sociologue et un collègue écologue. Le collègue écologue, il était concerné parce qu'il a découvert avec deux autres copains, guides, écologues à lui, il a découvert sur le petit rognon rocheux qu'on voit, qu'on devine au-dessus de la pelleteuse, là où va l'ancien téléski, il a découvert une espèce végétale, une androsace, une jolie petite plante qui pousse, mais vraiment de manière très parcimonieuse, très lentement, qui survit sur ce rognon rocheux, qui n'a probablement pas été englacé depuis plusieurs milliers d'années, ce qui en fait un micro-écosystème très, très particulier, très riche. La découverte de cette androsace, dans le contexte du conflit, a amené les opposants au projet à y voir la possibilité peut-être de sauver ces lieux, enfin, dans leur vision en tout cas, de soutenir en tout cas une démarche qui viserait à faire annuler ce projet. Juridiquement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il se trouve que cette plante est très rare. Ils ont pensé que cette androsace était une androsace qui était sur la liste des espèces protégées, mais en réalité, c'est une androsace qui n'était même pas découverte auparavant. C'est une sous-espèce que la génétique leur a permis d'identifier. Et du coup, le fait que ça ne soit pas sur la liste des espèces protégées fait que juridiquement, ce n'est pas cette androsace-là qui va stopper le projet d'extension du téléphérique, tout comme le hamster d'Alsace n'a pas sauvé les terres autour de Strasbourg face au grand contournement ouest, hein, pour prendre un autre exemple. Du coup, avec ces deux collègues, l'autre collègue qui est sociologue et qui s'intéresse beaucoup aux controverses et à la façon dont médiatiquement, politiquement, ces controverses, elles sont placées dans la société et comment elles nourrissent les débats. Avec ces deux collègues, on s'est posé et très rapidement, on s'est dit qu'une façon qu'on avait d'essayer de mettre en mouvement la société et quelque part de prendre part au débat, donc ça veut dire qu'on s'est situé, on s'est impliqué, on s'est engagé dans ça,
ça a été de proposer un cortège élargi de collègues de la région Savoie, Grenoble, des gens dont on sait qu'ils connaissent les lieux, ils y ont fait des études, des travaux scientifiques, que ce soit sur la géographie, la sociologie, la glaciologie, l'écologie, l'histoire. Donc on a réuni un cortège assez vaste de collègues, une quinzaine en tout, et on leur a proposé de rédiger des récits scientifiques et en même temps, c'est-à-dire de mettre à disposition les connaissances scientifiques qu'ils avaient sur les lieux, le vivant, la roche, la glace, etc., la société, et de les emballer dans un récit qui soit plus personnel, qui soit un récit nourri de ce que provoque en eux le fait que ce chantier, ce projet de chantier se produit à cet endroit, dans ce lieu un peu qui incarne tout un tas de symboles. Et cette démarche, elle s'est faite en décembre 2023, quelques semaines après l'occupation des lieux. Et très rapidement, les collègues nous ont dit on est partant. Enfin, voilà, on a senti qu'on avait mis en route quelque chose d'assez riche, hein, parce que dans le milieu scientifique, embarquer un collègue dans l'écriture d'un article, c'est pas toujours évident. Tout le monde est occupé par 10 000 activités, à ses propres idées, lignes de recherche en tête. Et là, tout le monde a répondu vraiment de manière enthousiaste. Et voilà, il se trouve que ce bouquin, on l'a clos. Là, il devrait sortir dans le courant du mois de novembre ou décembre. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette aventure collective qu'on avait menée, elle était en quelque sorte une façon, nous, scientifiques, de se positionner. Alors évidemment, on est une partie à se dire que ce projet, il est anachronique. Il y a des tas de raisons de s'y opposer, mais néanmoins, c'est pas le parti pris de cet ouvrage. Cet ouvrage, il est là pour positionner un ensemble de connaissances scientifiques en essayant de créer du questionnement, en essayant de repolitiser ce qui est en train de se passer là-haut au regard d'enjeux plus larges qui sont ceux du changement climatique et de comment nous, la société, on fait face à ça. Donc là, en fait, on s'est positionné, nous, scientifiques, donc qui sommes un minuscule segment de la société, mais il se trouve que nous avons des connaissances sur ces lieux et on a aussi un attachement à ces lieux parce qu'on les a étudiés. On a interrogé les gens, certains ont interrogé les pierres, d'autres les petites plantes. Et cet attachement fait qu'on n'est pas indifférent au fait qu'il y ait ce type de projet avec une vision très utilitariste de la nature. Qui se développe sous nos yeux et qui embarquerait, s'il se produit, finalement toute la société dans la vallée avec des risques pas négligeables d'une touristification un peu plus de masse sur un site qui vit aussi d'autres choses dans la vallée de la Haute-Romanche. Il n'y a pas que des gens qui vivent du tourisme, il y a aussi des gens qui vivent de l'élevage. Il y a toute une économie qui n'est pas directement liée au tourisme. Voilà une façon de dire comment la science peut prendre part à ce débat et en quoi comprendre et faire comprendre, pour nous, ça devient des choses importantes. Bien, merci. Et dans le Val d'Aoste, comment faire une fois qu'on pose le constat du changement climatique? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est tenté? En Val d'Aoste, la recherche travaille avec la politique sur tous ces projets. Ce n'est pas facile, non, ok, c'est clair. Voilà. Mais c'est très important parce que la recherche en ce moment, c'est tout. C'est le pivot de ce moment, de ces particulières opportunités que c'est le PNRR. Le projet national comment on dit, excusez-moi, je vais le lire, c'est mieux, voilà. Le projet national de reliance et résilience, voilà. Parce qu'on avait, des visions, la vision de la recherche, ce n'est pas la vision de la politique, voilà. Mais on a créé un dialogue, un changement d'idées avec les administrateurs. On a dit, OK, nous avons un problème. Qu'est-ce que vous le faites? On fait quelque chose ensemble? Peut-être une idée. OK, on travaille ensemble.
nous travaillons avec l'association Valdôtaine des les producteurs d'oliviers. Voilà. Parce que ça. Mais ils sont les témoins du changement climatique, les témoins de leur travail, les témoins de on doit faire quelque chose. Moi, pour dire attention, on doit faire des propos, de créer des opportunités pour le tourisme, un tourisme qui ne doit pas être le tourisme de la neige, sans doute. Ok, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quelque chose? Ok. Travaillons ensemble. Ok. Ce sont des langues, ce n'est pas la même langue. Ok, c'est clair. Mais on doit être particulièrement direct, clair, et on dit attention, nous devons faire cette chose ensemble. C'est le futur de votre jeune. C'est ça. C'est vraiment le pivot de la chose. On travaille. Okay. Alors, vous posez la question de façon un tout petit peu différente, parce que ce que disaient Xavier Baudin et Anna-Maria Pioletti me faisait penser à la citation d'un collègue qui disait que le meilleur régime politique en termes de gestion de l'environnement, c'est la dictature, parce qu'elle est affranchie de tout mandat politique, donc elle peut agir sur le long terme. Évidemment, c'était une forme de boutade, mais résultat, quand on est homme politique, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait aussi quand on est dépendant, on va dire, de temporalité, par exemple électorale, mais de temporalité autre d'une façon générale? Alors, ce n'est pas vraiment la temporalité qui, moi, me pose quelques soucis à l'heure actuelle. C'est qu'en fait, la France est un millefeuille administratif et que les politiques qui sont menées dans nos communes, y compris dans les villages de montagne, finalement, elles sont souvent issues de politiques régionales, départementales, intercommunales. Et à l'échelon final, au niveau de la commune, on a quand même, et bien entendu, un mot à dire. Mais on voit bien que beaucoup de programmes sont impulsés, notamment au niveau des régions. Et quand on est élu dans une commune, quelle que soit sa taille, on s'insère dans un milieu politique. Et même si on a des convictions, c'est très compliqué, bien souvent, de les mettre en avant et de les faire entendre par des personnes qui n'ont pas du tout le même regard sur la montagne, notamment, sur les Alpes. Donc pour moi, ce que je trouve très important, c'est, vous l'avez dit, hein, c'est que le monde scientifique et le monde associatif ont un rôle essentiel à jouer pour éduquer en quelque sorte les élus à tous les niveaux, à tous les échelons. On le fait déjà beaucoup. On a multiplié les colloques. Alors nous, on est au sein du parc naturel régional du Queyras. Et par le biais de ce parc, et notamment par le biais du renouvellement de sa charte, pour la période 2025-2040, on a multiplié les réunions publiques, les réunions aussi avec les élus, mais aussi les colloques ouvertes aussi bien aux élus qu'au grand public. Et les scientifiques ont pu exprimer, ont pu présenter des données. Donc aujourd'hui, on peut dire que globalement, tout le monde est au courant de ces données. Tous les élus ont accès à une base de données sur les changements climatiques, sur les effets, les causes, les symptômes, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Après, on se rend compte que certains élus qui ont toujours vécu dans ces territoires de montagne, je le disais un petit peu avant, qui ont vu le développement du ski alpin et qui ont vu tout l'argent que ce développement a apporté sur le territoire, ont beaucoup de mal à imaginer un autre futur que celui-ci. Ils ont baigné dedans depuis qu'ils sont tout petits et on peut comprendre que pour eux, au niveau des mentalités, c'est très dur à changer. Donc quand on est un nouvel élu, comme je l'étais en 2020, avec quelques motivations, on se rend vite compte qu'on ne peut pas contraindre les gens à mener une politique différente. Il faut prendre le temps de discuter, les éduquer, ne pas braquer parce que finalement ça ne sert à rien. Et c'est donc un très long processus. Et ce qui est parfois décourageant, c'est qu'on voit qu'il y a urgence à agir, à prévoir. Chaque jour nous montre des événements qui surviennent et
qui démontrent l'urgence donc, de cette situation. Mais je ne crois pas qu'on puisse brûler ces étapes. Donc le monde scientifique a un rôle important à jouer. Mais même au sein d'une commune, je vais prendre mon exemple personnel, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que le reste du conseil municipal porte. Mais autant, j'imagine pas accepter un jour un projet tel que le 3e tronçon du télécabine sur le glacier de la Girose. Mais par contre, rajouter un téléski pour éviter qu'une navette ramène les skieurs à la station, même si fondamentalement je pense que c'est un peu anachronique, je ne vais pas m'opposer sur un projet tel que celui-ci s'il n'y a pas d'impact environnemental majeur. Et ça va me permettre de dire, vous voyez, là, oui, on peut le faire. Mais par contre, là, sur cet autre projet, non, là, c'est pas possible, c'est totalement anachronique. Donc, il peut y avoir des échanges. Quelquefois, il faut savoir céder pour pouvoir imposer un autre point de vue. Merci. Alors, les échanges qu'on a eus là faisaient penser à peut-être une image d'Épinal qu'on a toutes et tous sur cette industrie du ski et dans le contexte actuel avec ce qui sont devenus des bandeaux finalement de neige artificielle cultivés dans des usines à neige au milieu d'un paysage vert-gris, puisque finalement la montagne est aussi très grise l'hiver puisqu'elle devient moins blanche et moins couverte d'un manteau neigeux. Et là, vous aviez évoqué plusieurs que on était arrivé au bout aussi d'un mode de pensée qui visait à avoir toujours des solutions techniques finalement pour gérer les problèmes environnementaux auxquels on est confronté. Les solutions techniques, c'est quoi? C'est mettre de la neige artificielle sur des pistes qui ne sont plus enneigées naturellement. C'est aussi des digues toujours plus nombreuses, toujours plus hautes pour se protéger de cours d'eau. Et il y a un moment où ce système-là, finalement, ce système de pensée atteint un seuil limite. Mais alors, s'il n'y a plus de système technique, du coup, que faire? Est-ce qu'il y a d'autres voies qui sont possibles? Évidemment, elles sont possibles, mais est-ce que vous avez des exemples peut-être en tête à nous donner là-dessus ou peut-être justement montrer parfois les difficultés imposées par ces systèmes techniques dont on hérite aussi? Il y a quand même des permanences que vous évoquiez, donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Xavier, Baudin? Alors, donc, depuis que je pratique de la géomorphologie, je pense que ma vision du milieu a évolué et le monde a évolué aussi. J'ai le sentiment que ça m'a amené à voir le fait qu'on vit dans une société qui artificialise ses milieux et sa vie en général. Artificialisé au sens où on se coupe de ce qu'est le monde indépendamment de nous. Je pense qu'on dans notre vie quotidienne, on a une vie qui est démesurément plus artificialisée qu'il y a 50 ans en arrière, par exemple, quoi. Je ne fais pas l'apologie du bon temps passé où l'espérance de vie était 2 fois moins grande que l'actuelle, et évidemment. Mais je pense que cette artificialisation, derrière ce terme, en fait, je sous-entends un peu des aspects un peu plus philosophiques, anthropologiques de notre condition d'être humain et en condition aussi sociale, de société, qui devons faire ensemble pour faire face quand il y a des défis. En l'occurrence, le défi, là, c'est comment on continue de fonctionner collectivement dans un milieu qui devient peut-être localement de plus en plus contraignant, et dans un contexte quand même politique aussi qui amène des tensions, peut-être des montées d'autoritarisme, le développement d'inégalités fortes. Et je pense que, en tout cas, je prends toujours ma branche de la géomorpho, hein, qui est une discipline naturaliste. On observe le milieu. Au fur et à mesure du temps, je me suis questionné sur le fait que je regarde plus le milieu de la même manière, quoi. Un milieu, c'est pas juste quelque chose une pente, c'est pas juste le support d'activités de ski, c'est aussi quelque chose qui a évolué avant que je sois là, qui supporte des vies que je vois même pas, qui vivent dans le sol, sur sol, une faune, une flore qui n'a rien à faire de moi, qui n'a rien à faire de la société, mais qui est là. Et que je pense que si on arrive à faire évoluer
nos consciences, nos façons de nous relier au monde. C'est l'espoir que je place en tout cas dans un certain nombre de travaux de recherche, notamment issus de l'anthropologie de l'environnement, tels que par exemple l'a beaucoup pratiqué Philippe Descola, pour celles et ceux qui connaîtraient, et puis qui se traduit un peu dans les différentes courants de philosophie de l'environnement actuels. Je pense que les changements, avant d'attendre que les institutions se bougent et trouvent des solutions à notre place, ou que les scientifiques viennent avec des solutions techniques, ou les ingénieurs viennent nous expliquer comment il faut faire pour vivre et survivre dans des contextes climatiques peut-être de moins en moins propices à la vie, il va falloir sérieusement se poser des questions finalement peut-être plus métaphysiques, mais je pense qu'elles sont importantes. Et quand il y a des mouvements du style le surgissement de ces mouvements qualifiés d'éco-terroristes par le gouvernement, c'est aussi cette répression qu'il y a contre ces mouvements, elle symbolise aussi le fait qu'ils ont touché quelque chose qui fait mal, et ils ont touché ces aspects-là de notre société. Le fait qu'on ne pense le sol que comme une ressource à exploiter. Donc on peut évidemment faire une bassine énorme et y collecter l'eau. Par ailleurs, cela accaparait juste pour les plus grands agriculteurs. Ou on peut évidemment défoncer une partie de la moraine à côté du glacier de la Girose et y poser un pylône de remontée mécanique. Oui, ça fera vivre des gens en bas. Mais il n'empêche qu'il y a des gens qui ne trouvent pas ça forcément juste, qui voient d'autres façons de vivre dans leur territoire. Et voilà, encore une fois, je pense que c'est notre rôle de scientifique de participer à construire un peu cette nouvelle façon de se relier au monde, qui nécessairement va se traduire par des appropriations collectives, donc des appropriations politiques qui, j'espère, iront dans un sens différent que la façon actuelle de considérer la nature comme étant une ressource infinie qu'on peut exploiter, modeler et détruire si besoin. Merci. Anna Maria. Merci. On doit travailler avec d'autres disciplines. Je travaille avec mon collègue anthropologue qui travaille sur l'économie, mais surtout sur l'histoire de les noms des lieux, les toponymes. En effet, le toponyme nous dit quelle est l'histoire d'un lieu. Et c'est très important pour comprendre la vie d'un territoire. Et puis encore, on doit travailler avec les jeunes. Nous sommes chercheurs, mais nous sommes surtout des enseignants, de professionnels de l'éducation. Et on doit travailler avec les jeunes parce que les jeunes sont le futur. Ils doivent comprendre qu'est-ce que c'est le changement climatique à travers les statistiques, à travers les images, à travers les mots, l'histoire des personnes. Et il doit faire quelque chose de concret, doit être extrêmement concret, faire, dire et faire des choses, parce que c'est très important. Donc, il faut lire le territoire, le changement de territoire, de paysage surtout, et comprendre qu'est-ce que nous devons faire ensemble. Les jeunes, les moins jeunes, les administrateurs, la communauté, tout ensemble. Il y a une seule direction. On va suivre ça. Merci. Nicolas Cranchon. Eh bien, concrètement, on voit qu'on essaye quand même de reconnecter un peu l'humain à la nature sans passer par des artifices. C'est l'une de mes craintes également pour l'avenir, puisque je vois que le BTP, les aménageurs sont de plus en plus partants sur des modifications estivales de la montagne. La plus grande tyrolienne, le plus grand pont tibétain, le plus grand je ne sais pas quoi. Alors que, notamment au sein des espaces protégés comme les parcs naturels régionaux,
on est justement sur un développement du slow tourisme avec un retour à l'essentiel, une reconnexion. Après tout, physiologiquement, l'homme est fait pour marcher. Donc promenons-nous, profitons des espaces, ne faisons rien éventuellement. On n'est pas obligé de multiplier les aménagements en montagne, comme sur cette image, pour répondre à une demande présente des populations. Les gens peuvent évoluer aussi, revenir à des choses plus naturelles. C'est vers ça qu'il faut aller. Je pense que c'est un point essentiel. Sur la reconnexion, on peut citer des exemples très concrets. Dans notre commune, on a éteint l'éclairage public de 23h à 5h du matin. Mais quand on a fait ça, ça a été une petite révolution et les gens au début n'étaient pas prêts. On a eu des plaintes, mais finalement c'est aussi une reconnexion naturelle. On revient à un cycle de temporalité avec le jour, la nuit et les saisons, comme ça devrait être naturel. Donc il y a plein de petits gestes comme ça que les élus peuvent mettre en place à peu de frais. Bien entendu, les gens vont avoir du mal au démarrage à s'y faire, mais on va y arriver. On n'est pas obligé de mettre en place des systèmes de navettes pour monter les gens en altitude et les faire descendre à vallon en VTT. On peut leur proposer plutôt de prendre le VTT en bas puis de se balader au bord du torrent. Certes, ils ne monteront pas en altitude, mais ce n'est pas grave. Ce sera un paysage différent à découvrir. Mais en tout cas, le bilan carbone, il sera profitable pour tous. Moi, je vois l'avenir de nos montagnes comme ça. J'aimerais que ça aille vers ça. Et parallèlement, une chose aussi tout aussi importante, c'est que nos montagnes ne soient pas que des terrains de jeu. Qu'elles redeviennent, comme elles étaient auparavant, des terrains où on vit toute l'année. Donc il y a aussi une prise de conscience générale à avoir. Il faut travailler les mentalités. Il faut aussi lutter contre... Il y avait une table ronde là, juste avant ici sur la problématique du logement. Donc il faut aussi travailler sur les problèmes de surtourisme et de résidence secondaire. Aujourd'hui, on atteint des niveaux qui ne sont plus acceptables. Donc l'État nous donne à présent quelques moyens très faibles pour lutter contre ça, mais il faut aller vers ça. Ça peut être aussi une réponse à apporter, des territoires à vivre et non plus des terrains de jeu. Je crois que c'est une belle phrase qui synthétise vos trois interventions. Et puisqu'on parle de terrain de jeu, il y a une échéance finalement très proche qui va affecter le massif alpin. Ce sont les Jeux Olympiques de 2030, dont on a vu d'ailleurs que... Alors, peut-être que vous n'avez pas la solidarité financière de l'État, mais là, apparemment, il n'y aura pas de problème pour que l'État soit garant. On l'a su cette semaine. Le Premier ministre a signé le décret faisant que nos finances seraient garantes du bon fonctionnement des Jeux Olympiques de 2030. Mais au-delà de cela, finalement, que penser de ces Jeux Olympiques de 2030 ? On a parlé parfois d'anachronisme ou d'une montagne trop terrain de jeu qui ne vit pas assez toute l'année. Bon, forcément, là, la question va se poser quand même pour les JO 2030. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, même si je pense que là, vous nous donnez quelques aperçus des réponses qui peuvent être envisagées là-dessus. Xavier Baudin. Déjà, les JO en général, je ne suis pas fan, mais évidemment, moi, j'ai que des craintes relatives à ces JO. J'en ai d'autant plus que... à côté de mes activités professionnelles, on va dire, je suis investi dans différents milieux d'activistes environnementaux, on va dire, notamment des projets autour du routier, quoi. Et voilà, il se trouve qu'on peut imaginer qu'une des volontés des pouvoirs publics, politiques, économiques, va être de faciliter l'accès à des lieux sous prétexte de désenclavement ou d'amélioration de l'économie. Et ces infrastructures, je parle des routes en particulier, mais finalement il y a d'autres types d'infrastructures qui sont du même acabit. En fait, elles participent bien souvent, malheureusement, à cette artificialisation accrue de nos modes de vie, dans le sens où, pour prendre l'exemple de la route, si c'est pour continuer à fonctionner encore pendant des décennies et des siècles selon un mode de vie où la voiture est un élément indispensable de nos sociétés, je ne crois pas que ça soit une perspective désirable pour les générations futures, quoi. Il faut être capable d'envisager de sortir de ce modèle. Et malheureusement, les Jeux Olympiques sont des moments où, vu les investissements colossaux qui sont associés à ça, sont des moments où
où se joue, moi je le pense comme ça, se joue fortement l'avenir de nos sociétés. Et là, dans des territoires un peu aux marges, hein, il n'y a pas vraiment de grosses métropoles qui sont dans le cœur des Alpes. Ça va très fortement influencer l'avenir des territoires de montagne, hein, je pense. Hein. Et j'ai beaucoup de craintes et du coup j'espère qu'on sera nombreux et nombreuses à se mobiliser pour ne pas laisser faire ça. Il y a des collectifs citoyens qui sont déjà bien actifs, qui appellent à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas laisser ces JO s'installer. Alors, en Italie, vous avez déjà ceux de 2026 à gérer, donc c'est le bon timing, vous passerez au bon moment, vous aurez encore un peu de neige, comment ça va se passer? Quelques problèmes. Les Jeux olympiques d'hiver sont surtout un problème pour la montagne, que c'est une réalité fragile. La ville d'hôte des Jeux olympiques, on pense à Cortina, voilà. C'est une ville qui a vécu déjà les Jeux olympiques une fois, mais ce n'est pas prête à vivre. Il y a besoin de comprendre quelles sont les caractéristiques du territoire. Et il y a surtout des mouvements de personnes, le CAI, par exemple, le club alpine italien, qui a dit non, on ne peut pas faire ces choses. Il y a l'exemple de Turin 2006, une réalité bien connue. J'ai travaillé sur ce thème. Et il y a la piste de bob de Cesana, c'est l'exemple. Il est construit au sud, au versant au sud de la montagne. Et c'est fou, c'est simplement fou. Et le risque de créer des structures pour les Jeux olympiques qui n'a rien à faire avec la tradition des lieux, la tradition sportive des lieux. Et donc, on peut les utiliser après pour des compétitions, pour les habitants surtout. Voilà, c'est ça le problème. On fait des structures, mais ces structures, on peut être utilisées par les habitants ou non. C'est le vrai problème. Et donc, il faut comprendre si les Jeux olympiques d'été ou d'hiver, ce sont vraiment une opportunité ou qu'est-ce que c'est le rôle des Jeux olympiques? Doit repenser le Jeux olympique ou non? Voilà, c'est ça le problème. Et alors là, ça peut être intéressant aussi d'avoir votre éclairage en tant qu'élu local sur d'un territoire qui est enclavé. Et je lisais dans la presse régionale que la ligne ferroviaire Paris-Briançon est un peu un emblème des Jeux Olympiques de 2030. On parle de rénovation, donc, est-ce que vous avez une vision plus nuancée ou différente de Xavier Baudin ou d'Anna Maria Paoletti? Alors sur la ligne ferroviaire, pour l'année 2025, on nous annonce 152 nuits durant lesquelles le train ne circulera pas. Donc déjà avec 152 nuits de moins, c'est plus un train de nuit, c'est plus tous les retards continuels. Mais ça fait 15 ans qu'on nous parle de réhabilitation de la ligne Paris-Briançon. Donc un jour peut-être ça viendra. Moi je regrette vraiment profondément en tant que citoyen et pas en tant qu'élu qu'il faille attendre des Jeux Olympiques pour qu'on nous parle d'aménagement du territoire. Parce que les Jeux Olympiques, il n'y en a quand même pas souvent. Alors s'il faut attendre une Coupe de Monde de foot ou des Jeux Olympiques pour qu'on se mette à parler de mobilité et d'aménagement du territoire raisonné, je trouve ça fou. C'est pas possible, puisque nous, on est en attente d'amélioration de la mobilité en permanence. Dans les fonds de vallée, il n'y a pas de car. Entre septembre et décembre, on n'a pas de bus. La voie ferrée, c'est une catastrophe. Enfin, et là, tout d'un coup, par le biais des JO,
vous, les élus locaux, ne vous inquiétez pas, on va tout améliorer, vous allez voir, ça va être magnifique. En réalité, quand on regarde les projets, on voit bien que ce sont les pôles d'attractivité et puis les pôles aussi là où il y aura les épreuves olympiques qui vont obtenir le plus de subsides et qui vont avoir le plus d'aménagements à leur attention. Hein. Pour nous, ça va être Briançon, clairement, qui tire son épingle du jeu. Il y a d'énormes projets sur Briançon, mais toutes les autres vallées, les autres villages, il n'y a rien du tout. Donc, ce que je dis là, en plus, c'est quelque chose qu'on nous demande de même pas dire, en fait. Aujourd'hui, il y a une sorte d'omerta auprès des élus, au niveau de la région, au niveau du département. Officiellement, tout le monde est sur la même ligne, tout le monde soutient les Jeux Olympiques 2030. Et il ne faut pas sortir des rangs, mais moi, j'ai déjà dit que je regrettais qu'on ne parle d'aménagement que par le biais de ces JO. Et donc, vous êtes pour la Coupe du Monde à Brias-Ristola, c'est ça? Oui, c'est ça. On a prévu de faire un stade de 50 000 places. Ouais. C'est parfait. Alors, puisqu'on avait quand même prévu aussi un temps d'échange avec la salle, je voulais quand même vous poser une dernière question, puisque forcément, voilà, on a choisi quelques sujets, quelques éclairages. Donc, si vous aviez quelques mots pour conclure, pour synthétiser ou pour aborder peut-être un autre message au public qui est présent aujourd'hui, quels seraient ces mots, quelles seraient ces dernières phrases que vous voulez adresser au public avant qu'on donne la parole pour quelques questions? Xavier Baudin. Waouh. J'aurais envie de dire qu'il ne faut pas, c'est ce qu'on se disait juste avant, tous les quatre là, il faut peut-être essayer de ne pas sombrer dans cet état d'esprit défaitiste, quoi, qui voudrait que tout est plié, que si on se bouge, on n'est qu'un tout petit et que le très gros monstre, on ne le fera pas, il ne s'agenouillera pas et qu'il va nous balayer. Mais moi, je reste avec l'idée que une société, ça fonctionne. Voilà, il peut y avoir des intérêts divergents qui se traduisent par des conflits, mais c'est une façon nécessaire et finalement viable de faire avancer la société. Et même si ça passe par des conflits, donc il ne faut pas avoir cette crainte de s'engager et de se mettre en mouvement avec des convictions qui seront peut-être amenées à évoluer au cours du temps et qui vont aussi faire face à des réalités concrètes de terrain qui nous sont propres à chacun. Vous avez bien compris que moi, je ne suis pas confronté tous les jours à mes élus, donc je peux avoir un discours à mes administrés, on va dire. Je peux avoir un discours qui n'est pas du tout celui de Nicolas ou de Anna-Maria. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas sombrer dans le défaitisme et comprendre que, quoi qu'il en soit, on est acteur de quelque chose. En permanence, on fait du politique quasiment, hein, quand on fait des choix, que ce soit des choix de consommation ou des choix d'investir son temps dans une activité plutôt que dans une autre, c'est politique et on construit un monde pour le futur qui est aussi en fonction de ces choix qu'on prend individuellement et collectivement. Merci Xavier. Anna-Maria. Un mot? Oui. Seulement un mot? Oui, mais peut-être. Faire. Ne laissez pas que le monde passe, mais on doit faire quelque chose. Chaque personne doit faire quelque chose. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire pour aujourd'hui, pour le futur? C'est ça la question. Eh bien, moi, avant d'être élu, je ne me rendais pas compte des difficultés administratives auxquelles sont confrontés donc forcément tous les élus. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'engager. Je suis exactement sur la même ligne. Il y a un moment donné, on ne peut pas être constamment dans la critique ou dans le regret de ne pas avoir des politiques à la hauteur de nos attentes. C'est à chacun de se prendre en charge. Et donc, du coup, je vois qu'il y a quand même quelques jeunes dans la salle. Et le futur leur appartient. Et du coup, puisque le futur vous appartient, vous les plus jeunes, il faut aussi s'engager politiquement, parce qu'à l'heure actuelle en France, c'est comme ça que ça marche. C'est encore les politiques qui ont le pouvoir. Et pas les associatifs peuvent pousser, faire réfléchir, influencer, parfois aussi porter des recours. Mais les politiques ont encore le pouvoir aujourd'hui. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à s'engager, à rentrer dans des conseils municipaux. On apprend comment fonctionnent les choses depuis l'intérieur. C'est vraiment très intéressant.
Donc je vous invite à tous vous présenter aux prochaines élections municipales en 2026. Merci. Eh ben, merci pour ces temps d'échange et justement puisqu'on parle d'engagement, de diffuser les connaissances, d'optimiser les interactions dans l'esprit de ce festival de géographie de Saint-Dié, ça nous paraissait important aussi qu'il y ait éventuellement quelques questions, demandes de précision depuis la salle. Alors comme la salle est très grande, je ne suis pas sûr qu'on pourrait forcément bien entendre toutes les questions, mais on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et rassurez-vous, nous reformulerons les questions au moment de répondre pour que chacune et chacun puisse bien entendre le débat qui va sans nul doute s'engager. Alors, oui, monsieur, donnez un micro. Oui, j'ai un micro. Profitez-en. C'est une question plutôt pour le maire d'Abriès-Ristola. La Bérarde a été en grande partie détruite en juin de cette année, fin juin. Je rappelle, la Bérarde, c'est un petit hameau de village au fin fond des Écrins, qui est essentiellement des résidences secondaires et des hébergements de tourisme. Je voudrais savoir, en tant que maire, si vous arrivez à la même chose dans un de vos hameaux. Est-ce que vous décideriez de la reconstruction ou d'un certain renoncement d'un point de vue symbolique, je pense que ça serait peut-être un premier pas vers justement un renoncement à l'urbanisation de la montagne, qui est à la Bérarde, c'était une cinquantaine de maisons à peu près, et peut-être commencer les randonnées, les courses à Saint-Christophe ou aux étages. Alors, on a des exemples très concrets. Par exemple, on a une piste dont on a hérité suite aux dernières inondations, qui avait été refaite par la précédente municipalité qui dessert la réserve naturelle de Ristola-Montviso. Cette piste aujourd'hui, mais tout le conseil municipal, pour le coup, me suit. On s'est promis que si un jour une nouvelle inondation survient, qu'une crue emporte cette piste, c'est terminé, on ne remettra plus un euro sur la remise en état de ce chemin. Et donc les randonneurs devront partir 2 km en aval depuis un parking. Donc c'est un exemple tout à fait concret. Et si un jour ça survient sur un hameau, ce qui est probable, malheureusement ce qui est probable, tout dépendra de la taille du hameau. On a eu un glissement de terrain très important qui a coupé la route entre le village précédent et le nôtre. Et même si ça n'a pas été dit ouvertement, la réflexion a été faite. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux indemniser les gens et évacuer le fond de vallée plutôt que de refaire une nouvelle route? Vu les coûts engagés sur le fait de déménager toute la population, le choix de la route a été fait, même si on sait que cette route elle est aussi sujette au glissement de terrain potentiel à l'avenir. On n'a pas non plus délocalisé l'ensemble du village. Et en fait, quand on regarde les plans de prévention des risques, les PPR, mais aussi quand on regarde les cartes géologiques, on se rend compte que dans nos vallées ou alpines, le risque naturel, il est partout. Toutes les communes, tôt ou tard, seront touchées par des risques, enfin plutôt par des catastrophes. On ne peut pas non plus ne plus vivre et sortir tous les habitants de ces vallées. Il y a, voilà. Oui, à la Bérarde, oui. Mais nous, on a quand même encore quelques résidents permanents. J'espère qu'on en gardera encore de plus en plus. Voilà, j'espère que ma réponse vous convient. Voilà. Peut-être en tout cas, juste pour prolonger, c'est vrai qu'on voit des tentatives d'expérience qui sont encore très locales de stopper ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des stratégies qui sont fondées sur des digues toujours plus nombreuses, toujours plus hautes, pour prendre l'expression que je donnais tout à l'heure, et d'aller vers un désaménagement. C'est aussi des choses qu'on voit par exemple sur les littoraux. Puisque finalement tous les objets qui constituent notre milieu, le milieu alpin aujourd'hui, ce qui nous intéresse, sont des objets qui ont toujours été mouvants. Le tracé d'un cours d'eau comme le Guil, bon, il a été fixé à un moment, mais il y a toujours une variabilité, une fluctuation, et peut-être qu'aussi, avec cette artificialisation, on a oublié qu'il y a besoin que ces objets respirent, c'est-à-dire aient une variabilité au gré des variabilités climatiques. Et finalement, quand on les reconsidère, on voit parfois effectivement des stratégies qui vont vers une délocalisation, vers
abandonner plutôt que lutter, et c'est très ponctuel. Parfois, il y a des problèmes juridiques, d'indemnisation, effectivement, mais c'est des choses qu'on voit apparaître de plus en plus, effectivement. Alors, il y avait une autre question, je crois tout en haut, oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que pour lutter contre le réchauffement climatique, il fallait changer nos modes de vie et éduquer les jeunes. On parle de mobilité douce, le vélo, la marche. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut développer les capacités physiques pour permettre à tous de pédaler, de marcher, de courir? Vous avez dit tout de suite que pour les randonnées, le départ serait 2 km plus loin que ce qui est prévu actuellement. Et 2 km, ça représente un certain effort, et je ne sais pas si tout le monde est capable de le faire. Alors, je ne sais pas qui... Alors, moi, je peux répondre peut-être juste sur un point. Il me semble que les solutions, bien sûr, elles passent par l'échelon individuel, c'est-à-dire qui nous sommes en tant que citoyens. Nous avons tous la possibilité d'être acteurs, je crois qu'on l'a déjà dit. Mais parfois, ça nous amène aussi à avoir une culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres choses, à d'autres échelons un peu au-dessus, collectifs, qu'il faudrait aussi faire évoluer, puisque si on a parlé de mobilité douce, on est prêt à marcher, mais il faut aussi qu'il y ait un transport en commun dans la vallée. Et là, c'est pas juste nous seuls, même si on est prêt à marcher, qui allons pouvoir agir. Il faut aussi qu'il y ait comme une décision à des échelons supra qui permettent d'avoir des leviers d'action et des changements de vie qui ne sont pas que notre ressort en tant qu'individu, mais qui dépendent aussi de choix collectifs qu'on fait en tant que groupe sur un territoire. Mais peut-être que vous voulez compléter. Juste pour vous répondre, c'est vrai qu'idéalement, ce serait super si tout le monde pouvait se déplacer en vélo, mais en réalité, dans nos vallées alpines, se déplacer à vélo entre deux villages quand il fait moins 15 au mois de décembre, c'est drôlement compliqué. Donc, effectivement, il y a les administrations et les structures doivent mettre en place des systèmes de mobilité douce avec des minibus, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel toutes les communautés de communes travaillent aujourd'hui. Il y a des plans de mobilité qui sont mis en place. Heureusement, petit à petit, on avance quand même. Ouais, mais je me suis permis de poser la question parce que j'étais enseignant d'éducation physique et ça fait... En 30 ans, je me suis aperçu que les capacités physiques de nos élèves avaient fortement baissé et c'est franchement difficile. Oui, moi aussi, j'ai constaté la même chose. Alors, une autre question, il y avait une main qui se levait. Ah, pardon, ici, oui. Question pour revenir du coup sur l'adaptation du modèle agricole. Du coup, Monsieur le maire, vous évoquiez le fait que du coup la transhumance d'ovins était l'activité que vous aviez majoritairement du coup sur votre commune. Du coup, comment vous avez envisagé un peu du coup des activités agricoles du coup Madame évoquait du coup la question des oliviers en Italie, mais du coup sur le cas français de nos Alpes, un peu comment vous voyez cette adaptation face à la raréfaction de l'eau ou à d'autres contraintes de ce type? Alors, elle est en cours déjà, l'adaptation. Par exemple, à haute altitude, à 1700 mètres d'altitude, on a un maraîcher qui produit d'excellents légumes à proximité du village. C'est quelque chose que les anciens n'avaient pas imaginé. Et même quand il s'est installé, il y a eu des gens qui n'y croyaient absolument pas. C'est pas possible, même en versant sud, ça va geler, il va pas tenir. Et en fait, ça fait déjà maintenant 3 ans qu'il est installé, il se développe et ça fonctionne. Il a un collègue qui fait des petits fruits pour faire des confitures. Donc, on voit une modification des pratiques agricoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes urbains qui viennent s'installer en montagne avec des projets vraiment audacieux que les habitants du coin n'auraient pas menés eux-mêmes. Bien sûr, ils se heurtent aux locaux et puis aux pratiques traditionnelles. C'est un peu compliqué parfois pour eux, mais on le voit dans le Val d'Aoste, ça peut marcher avec de nouvelles cultures, par exemple. La culture de l'olivier en Vallée d'Aoste, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une nouvelle, non. Il y a l'histoire du Moyen-Âge qui documente, c'est ça, la présence de l'olivier en Vallée d'Aoste. Et donc, il y avait des périodes plus chaudes, plus froides, et l'olivier, c'est une présence qui a caractérisé le paysage. En quelques moments, disparu et retourné.
Alors, il y avait une question ici au deuxième rang. Je ne sais pas où est le micro. Pardon. Alors oui, bonsoir. Donc j'aimerais, sauf erreur de ma part, j'aimerais vous poser une question car je crois ne pas l'avoir entendu évoquer par l'un d'entre vous, d'éventuelles dynamiques transfrontalières qui pourraient, ou en tant que simple citoyen, ou en tant qu'élu, ou même scientifique, ou membre d'associations citoyennes. Est-ce que vous avez pu mettre en œuvre des dynamiques transfrontalières pour répondre à un certain nombre de problèmes que vous avez évoqués les uns les autres, que ce soit par rapport on va dire, au ménagement du territoire et à sa préservation, que son développement sans justement remettre en cause l'identité de ce terroir et de ce territoire, et répondre toujours aux besoins des générations actuelles comme futures, pour pouvoir aussi faire face aux enjeux climatiques et éviter la désertification, l'abandon et l'aggravation du coup aussi en conséquence du désastre, l'érosion climatique et autres. Alors tout à fait. Il y a par exemple un PITER. Alors le PITER, c'est plan, je ne sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, mais peu importe. C'est des programmes transfrontaliers franco-italiens. On a mis en place un PITER sur la mobilité notamment pour l'aménagement, la sécurisation des cols frontaliers entre le Briançonnais et les vallées piémontaises par exemple. On mène aussi dans le cadre de la réserve de biosphère un programme sur les vallées piémontaises et les vallées briançonnaises, sur l'adaptation du territoire au changement climatique avec des études, etc. Enfin, beaucoup de choses se passent. Il y a aussi un nouveau PITER qui vient d'être lancé et qui reprend ces notions d'adaptation partagée des deux versants des Alpes pour un travail commun franco-italien pour trouver des solutions communes à nos problématiques qui sont également communes. Donc oui, il y a plein de programmes actuellement franco-italiens et il y a une grande motivation des élus départementaux et régionaux côté français, mais aussi côté italien pour travailler ensemble. Et excusez-moi, et du coup, vous avez des moyens qui proviennent de l'Europe, essentiellement de l'Union l'Europe européenne. Donc, je crois que c'est important de revenir peut-être sur ce point-là, vu parfois ce que l'on peut entendre dans certains médias ou dans la bouche de certains politiques. Qui oublient... voilà, pour tous nos territoires ruraux, l'Europe, c'est indispensable. Quand on voit tous les programmes européens qui sont mis en place, notamment pour l'agriculture en montagne, on ne peut pas s'en passer. Merci. Une question ici. Oui, c'est plutôt un retour sur le point des transports publics en montagne, donc, et plus précisément sur le transport public dans les Hautes-Vosges. Moi, j'habite à côté de Gérardmer. Je n'ai plus de voiture. Il y a un réseau de bus qui lie les grandes villes, voilà, Saint-Dié, Célestat, Gérardmer, Remiremont, Épinal, Münster. Ce réseau fonctionne très très bien. Ils sont quasi toujours à l'heure. Ils sont rapides parce qu'il n'y a pas trop d'arrêts entre les villes, et ça me permet, on peut accrocher les vélos, ça me permet de vivre, de travailler, de me déplacer partout où je veux. Je peux toujours rejoindre une gare TGV avec vélo, TER, vélo, bus, TER, TGV. Et l'idée reçue dans les Hautes-Vosges, c'est que ça ne fonctionne pas, il n'y en a pas assez de bus, il y a très peu de monde qui les prend. Et moi, j'espère juste un truc, qu'un peu plus de monde les prend, que ça continue et qu'ils continuent à autoriser les vélos sur le bus, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est possible, déjà, chez nous. Merci. Il y avait une question ici, alors, pile au milieu.
et puis après, monsieur. Oui, j'ai une question plutôt pour Xavier Baudin, je crois. À propos des Jeux Olympiques de 2030, un truc un peu concret, parce qu'à part s'engager dans un conseil municipal, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces Jeux Olympiques absurdes? Moi, je suis aussi très inquiète pour tout ce qui va se passer pour ça. Je vois, par exemple, pour une Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, on est capable d'amener des tonnes de neige en camion. Parce que c'est plus important d'organiser la Coupe du Monde que de dépenser des tonnes de CO2 en transport. Donc ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, je n'ai pas de recette toute faite. Hein. Par contre, j'ai l'impression que déjà, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans son coin à penser ça et avoir envie de se bouger, c'est déjà un premier pas. Et le pas suivant, c'est d'aller contacter celles et ceux qui commencent aussi à vouloir se bouger. En l'occurrence, je sais qu'il y a 2-3 collectifs citoyens qui sont montés autour des JO dans les Alpes et je vous invite à aller les contacter. On trouve sur Internet assez facilement le nom du collectif. Au-delà de ça, des fois, j'ai envie de dire que toute initiative, quelle qu'elle soit, déjà, rien que parler, propager une idée, émettre des questionnements sur la pertinence des choses, enfin éventuellement avoir un discours critique dans des instances, ça peut être le cercle restreint de ses amis, de sa famille, ou des instances plus larges, un conseil municipal ou la feuille, le journal local. Tout est bon à prendre, et en tout cas, voilà, et je pense qu'encore une fois, il ne faut pas se décourager et puis se mettre dans l'action aussi, c'est une façon de faire face au risque de découragement, quoi. Au moins, on a tenté des choses et en plus, en général, on y gagne quelque chose à se mettre en action, quoi. On grandit, les idées évoluent, elles sont confrontées à du concret, du quotidien. Donc, faut y aller. Eh bien, merci. Je crois qu'il est... Ah, encore une question? On a le temps. Bonjour. Oui. J'aurais une question, ça concerne un peu les mobilités douces et aussi le changement de comment on peut fonctionner dans des endroits avec une densité de population faible. Moi, j'ai grandi à la campagne, maintenant je vis à la ville et j'ai l'impression que ces changements-là nécessitent un peu une concentration de personnes pour arriver à avoir des lignes de bus assez nombreuses, etc., qui soient exploitables. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là que vivre comme on le vit à la montagne, dans des hameaux de 1000 personnes par exemple, c'est plus envisageable? Et comment on veut regrouper du coup ces choses-là? Est-ce que c'est la fin de ce genre d'amas, ou est-ce que c'est vraiment, outre juste des communautés de communes, vraiment des déplacements de population pour les positionner à des endroits plus stratégiques pour pouvoir mieux desservir le territoire? Alors, c'est sûrement pas de déplacer les populations pour les regrouper sur une sorte de mini-métropole au cœur d'une vallée. C'est au contraire trouver un répartissement des populations qui soit plus équitable dans tous les villages, avec moins de résidences secondaires, donc plus de vie à l'année, qui pourrait permettre davantage de mobilité mise en place par les communautés de communes, mais aussi d'autres réflexions qui sont en cours. Hein. Le département des Hautes-Alpes a imaginé un service d'autostop à la carte. On s'inscrit, enfin c'est un peu lourd encore, c'est pas très fonctionnel, mais on a mis en place des places d'autostop. Il y a du covoiturage organisé. Il peut y avoir d'autres formes de mobilité douce que des bus, des cars, des trains. Effectivement, dans nos villages de montagne, à l'heure actuelle, on ne peut pas se passer de voiture, c'est impossible. Donc peut-être qu'il faut aussi accepter l'idée que certains territoires de montagne, trop enclavés, avec trop peu d'habitants, parce que 1000 habitants, pour nous, c'est une ville, hein, c'est énorme. On est obligé de s'adapter aussi à la réalité des territoires. Peut-être une toute dernière question au premier rang, monsieur. Oui, je dirais que dans le cadre justement du réchauffement climatique, est-ce qu'on ne peut pas accentuer les politiques de reboisement qui pourraient être possibles? C'est-à-dire que la forêt pourrait monter un peu plus haut puisque le climat se réchauffe. Et d'autre part, ça a aussi un effet, une politique qui pourrait limiter les effets de l'érosion, des mouvements de masse. Je parle aux géomorphologues.
Et puis aussi des inondations. Par définition, la forêt a un pouvoir de rétention ou du moins de différer la concentration d'eau et donc de limiter les effets catastrophiques qui ont été évoqués en photo. Je commence. Juste pour répondre très concrètement, nous, on n'a pas ce problème de déboisement, c'est bien l'inverse qui se passe depuis 50 ans. Quand on regarde les cartes de la campagne aérienne 1955-1960, je crois, et quand on compare avec aujourd'hui, on se rend compte que les boisements dans nos vallées alpines, mais ça n'a rien à voir. La forêt arrive aujourd'hui aux portes des villages, alors que 50 ans en arrière, les forêts étaient réduites à une petite ligne congrue entre 1800 et 2000 mètres d'altitude. Et effectivement, avec le réchauffement climatique, les forêts remontent en altitude. Donc 1 degré, c'est 160 mètres. Voilà, donc ça remonte naturellement. Et nous, par exemple, là, récemment, on a classé un nouveau secteur en zone forestière soumise à l'ONF, parce que la forêt y a poussé ces dernières décennies. Donc le reboisement se fait naturellement, mais à toutes les altitudes dans nos vallées qui sont peu anthropisées en fait. Voilà, ça se fait naturellement. Xavier ? Non, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la limite actuelle et même la limite depuis ces derniers siècles de la forêt, la limite supérieure de la forêt en milieu de montagne, elle n'est pas naturelle, quoi. Elle a toujours été modulée par les activités humaines, le pâturage notamment, les besoins en bois, la construction, le chauffage. Donc, si on laisse faire, de toute façon, la forêt progresse et elle va remonter sur les versants indépendamment de l'évolution climatique. Par contre, c'est bien la pression humaine qui a été effectuée sur ces milieux qui a déboisé. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que les montagnes, notamment des Alpes du Sud au XIXe siècle, étaient des milieux encore plus difficile qu'actuellement en termes de risque naturel, du fait d'un déboisement extrêmement accentué, d'une pression sur les milieux qui étaient plus fortes du fait du pâturage, de pratiques agricoles qui faisaient qu'il y avait pas mal d'érosion et des problèmes d'inondation, transport, de coulées de boue dans les vallées, quoi. Donc c'est une question évidemment... Ou peut-être que c'est vrai que si on est capable de se dire qu'on laisse faire le milieu, la forêt va se réinstaller, c'est vrai qu'un nouvel équilibre se met en place et que les dynamiques érosives vont forcément se diminuer. Néanmoins, voilà, l'être humain, il a besoin aussi d'un certain espace. Et juste petit bémol quand même, c'est qu'on a de la flore et de la faune d'espaces de milieu ouverts, et il y a des contrats Natura 2000 aujourd'hui qui courent justement pour lutter contre le reboisement, pour maintenir cette biodiversité intacte. Il y a plein de critères à prendre en ligne de compte. C'est juste ce que je vais me permettre effectivement de préciser, il y a une question d'équilibre, notamment en termes de biodiversité, et aussi une question de quel type de forêt aussi on réinstalle. C'est vrai qu'au XIXe siècle, les Alpes du Sud ont été très largement soumises à des activités torrentielles très fortes, avec un couvert végétal très ténu. Et le reboisement qui a été fait, qui est un reboisement très artificiel par du pin noir d'Autriche, en fait, n'est pas si efficace que cela. Alors, et même nul en termes de biodiversité, parce que c'est des forêts monospécifiques, donc très vulnérables aussi à la moindre perturbation écologique ou climatique. Donc il y a un problème écologique après à gérer. Et en termes de protection, voilà, c'est des forêts qui acidifient complètement les sols, sur lesquels il n'y a plus de strates herbacées, plus de strates arbustives. Donc oui, la forêt, c'est souvent un bel outil dans notre environnement pour recréer des équilibres, mais tout dépend aussi de la qualité de cette forêt. Et bien rappeler que la forêt, ce n'est pas juste des plantations d'arbres monospécifiques, ça doit être pluristratifié et avoir une certaine diversité pour être capable d'encaisser un certain nombre de changements que l'on vit d'ailleurs actuellement dans d'autres forêts. Et bien sur ce, merci pour les échanges. Et voilà, la première on a beaucoup parlé d'action, et c'est vrai que de participer à ce festival, chacun de sortir de nos institutions respectives, c'est un grand plaisir de rencontrer un public élargi, et on vous souhaite un bon festival. Au revoir.